Bonne journée à toutes et on commence cette édition avec du sport et du football. Victoire du Gazélec d'Ajaccio sur le terrain du Mans hier soir, 2-1 dans la manche allée du barrage de Ligue 2. Les Ajacciens ont eu du mal à rentrer dans le match et ce sont même les Manceaux qui se sont procurés les meilleures occasions dans les 10 premières minutes. Mais au quart d'heure de jeu, Julian Palmieri a dressé un centre millimétré pour Blaillac qui trompait le gardien adverse d'une superbe tête décroisée. Au retour des vestiaires, les hommes d'Hervé de la Maggiore continuent à pousser. Jobello inscrivait le second but pour les Ajacciens. Piqué au vif, les locaux attaquaient dès la remise en jeu et réduisaient l'écart par l'intermédiaire de Boissier. Le Gazélec souffrait mais ne rompait pas en fin de match. Solide défensivement, il gardait ce précieux but d'avance. Le Gazélec prend une belle option pour son maintien qui trouvera son épilogue dimanche à 18h. Ce sera au stade de Mezzavilla. Écoutez la réaction de Damien Perqui ainsi que celle d'Hervé de la Maggiore au micro de Canal+ au terme de ce match. Ouais, on savait que ça allait être dur, on savait qu'on n'allait pas avoir la possession parce que c'est une équipe qui aime jouer chez elle. On a porté à merveille pendant 55 minutes notre plan, c'est-à-dire de les contrer et justement de profiter de ces opportunités. On l'a fait, on menait 2-0, on prend un but un peu con, faut le dire. C'est dommage, après on a su tenir, on a su être solidaire aussi, c'est ce qui nous a manqué sur les derniers matchs à la maison notamment. Voilà, on a gagné la première manche, il n'y a pas d'euphorie, il n'y a rien, il y a de la concentration et du travail. Tout à fait, il y a un match retour chez nous, voilà, ça va être d'autres conditions de jeu aussi. On va faire le boulot à la maison pour apporter cette joie à nos supporters. Merci. Voilà, c'est le résultat qui prédomine, même eux aussi, mais eux sont restés fidèles un petit peu à leurs intentions et c'est d'ailleurs tout à leur honneur. Après, nous aujourd'hui, voilà, on n'est pas en capacité de déployer vraiment du jeu et bon, on joue avec nos armes, je dirais, nos armes du moment. Je pense qu'aujourd'hui, la différence est faite surtout sur le plan athlétique et sur le plan du combat. Voilà, où on a répondu présent, mais c'est là-dessus où on voulait appuyer. Pas surpris parce que je les ai observés quand même et je savais que c'était une équipe très joueuse et capable de déployer du beau jeu, comme je l'aime d'ailleurs. Et donc pas surpris du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait rester vigilant sur la deuxième manche, parce que c'est une équipe forcément qui va arriver à Ajaccio peut-être en se disant bon, on n'a plus grand chose à jouer, donc autant y aller à fond et puis continuer à jouer, à déployer du jeu. Et bon, il faudra être très vigilant. Il s'agissait de Damien Perqui et d'Hervé de la Maggiore pour le Gazélec. Et puis, l'AS Ajaccio passait en fin d'après-midi hier son audition devant la DNCG afin de présenter ses comptes et de valider sa présence pour le prochain championnat de Ligue 2. Après 2 heures d'entrevue, le résultat est tombé peu après 19h30. La DNCG a décidé d'un sursis à statuer dans l'attente d'éléments complémentaires qui seront présentés le 25 juin prochain. À la sortie de cette audition et à la lecture de ce verdict, le président de l'AS Ajaccio, Léon Luciani, que nous avons joint au téléphone, se montrait relativement confiant quant à la suite de ce dossier. Ils nous ont entendus et ont considéré que les éléments présentés étaient sérieux et cela est très important pour nous, a notamment expliqué Léon Luciani, disant également que ces fameux éléments complémentaires seront fournis à la DNCG à la date indiquée, soit le 25 juin. La DNCG a pris en compte que le maintien tardif a occasionné certains retards dans le bouclage de certains dossiers. Sans cela, ce dernier serait déjà bouclé, a notamment dit pour conclure Léon Luciani. Et puis un petit mot de transfert pour clore cette page football. Sachez que le buteur du Sporting Club de Bastia, Benjamin Santé, lui auteur d'une saison exceptionnelle, quitte le Sporting. L'attaquant de 27 ans s'est engagé pour 1 an et 1 année supplémentaire avec le club de Chambly qui accède cette année à la Ligue 2. Agnès Buzyn est en visite en Corse depuis hier. Nous avons rencontré la ministre de la Santé afin d'aborder avec elle les différents thèmes sanitaires et sociaux qui intéressent la Corse. Déserts médicaux, déficit des hôpitaux, primes d'activité. Pour Agnès Buzyn, aucun des sujets ne sera oublié. Pour autant, pas d'annonce de rallonge financière concernant les hôpitaux, notamment Agnès Buzyn qui attend rationaliser les problèmes pour mieux les régler. Il faut être innovant et surtout faire bénéficier le grand public du maximum d'informations concernant les dispositifs sociaux. On écoute à ce sujet la ministre Agnès Buzyn. Beaucoup d'attentes évidemment des citoyens en Corse sur l'offre de soins, que ce soit sur les hôpitaux comme sur la médecine libérale, accessibilité dans les territoires ruraux qui pose un problème. Donc j'ai pu visiter une maison de santé pluriprofessionnelle très emblématique de l'innovation organisationnelle que je veux mettre en place partout sur le territoire. 3 nouvelles maisons de santé pluriprofessionnelles vont s'ouvrir en Corse en 2020 et c'est très attractif. Je vois des jeunes médecins, des internes qui ont fait un stage d'internat dans
dans ces maisons de santé venant du continent qui ont envie de s'installer et qui s'installent en Corse. Sur les hôpitaux, on retrouve également une attractivité aujourd'hui, notamment grâce à la construction du nouvel hôpital d'Ajaccio, qui va redonner envie évidemment aux professionnels de venir s'installer, et ils ont déjà réussi à recruter de nombreux chirurgiens. Ils ont un nombre d'anesthésistes en nombre suffisant, ce qui est assez rare aujourd'hui en France métropolitaine. Et donc il y a toujours évidemment des tensions, des déficits que l'État accompagne, puisque l'État accompagne financièrement ces établissements. Je rappelle que les établissements de Corse sont les seuls établissements à 100% financés par l'État pour leur reconstruction. En général, l'État ne finance que 30% des établissements en réhabilitation ou en reconstruction. Ici, c'est 100%. C'est 130 millions d'euros qui ont été avancés par l'État pour financer le nouvel hôpital. Et les aides en trésorerie de l'hôpital d'Ajaccio ont représenté 113 millions d'euros depuis 2012. Donc, l'État est très présent. Il accompagne le redressement de ces établissements. Et ces établissements ont un effort, évidemment, à faire de restructuration de leur offre médicale. Et donc j'attends des projets médicaux venant des professionnels eux-mêmes pour que ces hôpitaux soient dans une trajectoire plus saine financièrement. C'est la réponse donc que vous apportez, que ce soit aux représentants syndicaux de l'hôpital de Bastia et à l'exécutif de Corse sur l'hôpital d'Ajaccio. Oui, c'est la réponse parce que l'État est extrêmement présent en Corse. En réalité, c'est le territoire de France métropolitaine le plus accompagné. C'est celui sur lequel nous mettons des financements considérables et pour la construction, que ce soit le nouvel hôpital d'Ajaccio, la première tranche de Bastia, mais j'attends le projet médical pour la deuxième tranche de Bastia. Donc ces hôpitaux sont entièrement financés par l'État. Ce sont les seuls hôpitaux de France métropolitaine entièrement financés par l'État. C'est un effort de plusieurs centaines de millions d'euros. Et donc je demande aussi maintenant à la communauté professionnelle de réfléchir à son organisation pour stabiliser la trajectoire financière. Et puis j'accompagne évidemment le territoire sur la structuration des maisons de santé pluriprofessionnelles, sur des organisations innovantes en santé mentale. J'ai visité ce matin des structures très très innovantes qui déploient un accompagnement en santé mentale pour les adolescents, pour les adultes. Donc l'État est présent, l'État ne lâche rien, regarde de très près les innovations organisationnelles en Corse. Il en faut parce que c'est un territoire particulier et nous allons l'accompagner. L'idée c'est quoi? C'est de faire de la médecine autrement? C'est de la médecine du 21e siècle face à une pénurie de médecins que nous connaissons partout en Europe, voire dans le monde entier. Et donc il nous faut nous organiser. On va déployer de la télémédecine, de la téléconsultation, de la téléexpertise. On va déployer des assistants partagés, notamment dans les spécialités qui manquent aujourd'hui en Corse, avec des postes d'assistants partagés entre le continent et la Corse. On va développer des consultations avancées, notamment dans les maisons de santé pluriprofessionnelles qui sont tenues par des médecins généralistes. Il y a des consultations avancées de spécialistes. Nous allons développer des assistants médicaux qui vont redonner aux médecins du temps pour soigner et les décharger de toute la partie administrative. On va déployer des délégations de tâches avec des infirmiers de pratique avancée également qui vont prendre en charge les malades chroniques, les diabètes par exemple, les insuffisants cardiaques. Et ces infirmiers de pratique avancée se développent partout en France, ils vont se développer en Corse, notamment en santé mentale, puisqu'on va ouvrir cette offre de formation en santé mentale. Beaucoup d'organisations innovantes. Je trouve que dans les territoires en difficulté, comme la Corse, et que je ne nie pas, il y a énormément d'initiatives de terrain, de professionnels, et moi je suis là pour leur dire, allez-y, lancez-vous, on est à côté de vous, l'Agence régionale de santé vous accompagne, on a des financements pour ça, soyez créatifs. Alors, sur le volet social aussi, on sait que la Corse est une des régions la plus pauvre de France. Vous avez rencontré un centre social, des crèches. Là aussi, il y a des choses qui vont être faites pour les familles. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé déjà et je tiens à rendre hommage aux agents de la Caisse d'allocation familiale de Corse, que ce soit du Sud comme de Haute-Corse, pour un effort considérable pour accompagner les familles et les bénéficiaires de la prime d'activité. Je rappelle que nous avons augmenté les plafonds de la prime d'activité au mois de décembre à la suite des annonces du président de la République. Et en Corse, il y a eu plus de 50% de bénéficiaires nouveaux. C'est des milliers de familles supplémentaires
supplémentaires qui ont été accompagnés. Il y a eu une augmentation par 9 du nombre de demandes à la CAF à la suite de ces annonces et énormément de familles, près de 5000 familles aujourd'hui ont bénéficié de la prime d'activité alors qu'elles n'étaient pas connues de la CAF et qu'elles ne recevaient pas ce qu'elles devaient recevoir. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'accès aux droits en Corse. Nous devons travailler pour rendre mieux connus tous les dispositifs qui accompagnent les familles et j'ai demandé à la CAF en particulier d'être très attentive à l'accompagnement le plus personnalisé possible des familles. Je crois qu'ils vont y travailler dans les semaines qui viennent. Il s'agissait de la ministre Agnès Buzyn. Suite à la visite de cette dernière en Corse, sur la question de la clinique de l'Hospédale et de l'audit demandé concernant le fonctionnement de la structure, la ministre a demandé à Marie-Hélène Le Sen, directrice générale de l'ARS en Corse, de répondre, ne connaissant pas dans la précision ce dossier. Selon l'ADG, les résultats de ces audits seront connus en juin. On l'écoute. Pour la clinique de l'Hospédale, en fait, on a un audit financier et un nouvel audit dont on attend là les conclusions. On a programmé une réunion en juin, à la mi-juin, avec la direction de la clinique, parce que de fait, on doit redéfinir dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens les missions de service public que sont les urgences et la maternité. Et donc, on est vraiment au travail, aux côtés de la direction de la clinique sur le sujet. Donc, rendez-vous un petit peu plus tard sur les conclusions. Voilà. Voici quelques jours, l'association des Amis de Daniel Casanova a organisé une journée commémorative à Piana, dans les villages de la Résistante bien connue. L'objectif de cette journée était bien entendu d'honorer la mémoire de Daniel Casanova qui fut déporté à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale et qui n'en revint d'ailleurs jamais puisqu'elle succomba à une épidémie de typhus qui toucha le camp, c'était en mai 1943. Aujourd'hui, ce devoir de mémoire est important et de nombreux élus insulaires étaient d'ailleurs présents à cette cérémonie, comme Jean-Guy Talamone, le président de l'Assemblée de Corse, mais également Gilles Simeone, le président du conseil exécutif. La préfète de Corse a également participé à cette commémoration. On écoute à ce sujet Isaline Almaric Chouri, présidente de l'association des Amis de Daniel Casanova. Chaque année, bien sûr, a lieu cette commémoration qui, en général, réunit toutes les idéologies, tous partis confondus, de façon à ce que tout le monde honore la mémoire de Daniel Casanova. Je ne veux pas être répétitive et cette année, j'avais décidé d'élargir cet hommage à tous les résistants qui ont été torturés et fusillés et à tous les martyrs de la déportation. L'esprit de ces commémorations, j'ai constaté souvent que ça ennuie les jeunes, les commémorations. C'est juste une sonnerie aux morts, des gens avec le drapeau bleu, blanc, rouge, la Marseillaise sans les paroles, et ils ne viennent pas. Donc tous les 9 mai, à Piana, dans un décor sublime, avec tout le golfe de Porto, je fais plutôt une part très très importante aux lectures et aux chants. Et je fais participer les jeunes. Donc tous les ans, il y a un groupe, Alte Voce, qui vient chanter, et j'ai en général un jeune du conservatoire également qui chante. Et puis, des acteurs ont décidé de se mobiliser. Cette année, nous avons eu les voix enregistrées, car ils n'étaient pas disponibles pour le déplacement, d'Hippolyte Girardot, Emmanuel DeVos et Mathieu Amalric. Ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Il y a une commémoration à Ajaccio le 10 mai, mais c'est devant la maison où il y a de la plaque, la maison où elle habitait pour les études. Mais son village, c'est Piana. Et à Piana se trouve sa stèle. Et dans cette stèle sont les cendres de Birkenau, car sa mère a été à l'ouverture du camp avec le colonel Ménès, qui représentait le général de Gaulle en zone occupée, à l'ouverture du camp de Birkenau. Et nous avons des photos où on la voit ramasser les cendres. Et elle écrit aux déportés survivants en disant « Vous viendrez chaque année, vous serez les bienvenus, vous recueillir devant ces cendres qui sont celles de tous les déportés. » Donc je tenais vraiment à ce que ça soit Piana. Je tenais également à ce qu'on redonne un peu d'ampleur à cette mémoire, car quand j'étais adolescente, je me suis insurgée contre le culte de la personnalité, plus tard, quand j'ai pris ma retraite, j'ai plongé dans les archives familiales et j'ai découvert quel personnage exceptionnel c'était. Je me suis aperçue que dans les années 80, elle était partie dans l'oubli. Elle avait été laissée de côté après avoir été une icône majeure au lendemain de la guerre. Donc j'ai voulu la faire revivre, rappeler les choses essentielles qu'elle a faites et que personne ne connaît. On n'en parle jamais. On parle toujours de sa mémoire, mais on ne parle pas des faits exceptionnels. Une des premières
résistante qui a commencé à lutter contre le fascisme dans les réseaux de cours et Politzer avec l'Université libre et la pensée libre, qui a créé avec Ouzoulias les premiers bataillons de la jeunesse, c'est-à-dire les premiers jeunes armés qui ont lutté contre les Allemands. Donc tout ça, j'ai envie de le faire revivre. Et je trouve que utiliser l'art et la littérature pour la mémoire, c'est fondamental, car ça déclenche de l'affect et les gens s'approprient mieux les choses quand ils les ressentent avec émotion. Voilà pourquoi je fais ces commémorations qui chaque année maintenant ont des fidèles, et ça se termine par un buffet avec tous les villageois. Il s'agissait d'Isaline Almeric-Choury, la présidente de l'association des Amis de Daniel Casanova. On se quitte avec les prévisions météo. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 mai 2019. Côté ciel, même si le soleil reste présent et fait de belles apparitions, les nuages seront encore nombreux et des petites averses tomberont encore notamment sur le relief avec des flocons encore sur les sommets. Le vent d'ouest soufflera toujours fort sur l'extrême sud. Côté mer, une grosse houle d'ouest est attendue aujourd'hui. Cette houle balayera tout le rivage occidental. Les températures sont stationnaires par rapport à hier. 19 degrés seulement pour Bonivaggio. Ça augmente d'un degré par ailleurs avec 21 degrés pour Ajaccio, mais également pour Corti, Aleri, Apropia Sartè, 22 pour Calvi, Lisula, Bastille et Portivecchio. Notez que le beau temps s'installera vraiment pour les prochains jours et les températures vont enfin grimper. Elles vont gagner de 2 à 3 degrés, autant dire qu'enfin le printemps va s'installer sur la Corse. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actualité ce matin sur Radio Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Bonne matinée à tutti.